Je crois que la Russie utilisera des missiles Iskander contre des cibles stratégiques. Il ne s'agira pas d'attaque nucléaire, mais la Russie va écraser ses adversaires. L'Ukraine utilise des missiles HIMARS, et ce sera une déclaration non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour Trump. Nous ne nous en soucions pas vraiment. Vous en avez encore? On va finir cette guerre comme nous voulons la terminer. Vous nous avez mis sur ce chemin, et cela va se retourner contre vous. C'est aussi un message adressé aux Britanniques qui se tiennent derrière ces initiatives, et un message aux Français qui agissent encore sous certaines conditions. Les Allemands, eux, pensent qu'ils peuvent envoyer des troupes en Ukraine. Mais si cela se produit, je pense que la Russie enverra un signal stratégique clair, sous forme de multiples frappes de missiles Iskander. Et je crois que ces frappes cibleront des zones de grande valeur stratégique. Par exemple, si Bakhmut venait à être complètement détruite, cela marquerait un tournant décisif. Je crois que les Russes sont prêts à agir. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Bienvenue dans notre segment spécial où nous analysons les dernières avancées et explorons les vérités cachées derrière les gros titres. Depuis les lignes de front, nous examinons aujourd'hui les percées technologiques de la Russie, les décisions à enjeu élevé de l'Ukraine et les forces invisibles qui influencent ce conflit historique. En tant qu'ancien officier de renseignement des Marines américains, Scott Ritter met régulièrement en lumière l'importance capitale de cette dynamique pour comprendre les implications géopolitiques plus larges. La technologie révolutionnaire russe, le module UMPC. La Russie a, une fois de plus, surpris le monde avec sa technologie de pointe. Les ingénieurs russes ont dévoilé l'UMPC, Universal Modular Precision Control, un module d'orientation révolutionnaire marquant un bond transformateur dans la guerre aérienne. Ce système est un véritable game changer. Il permet aux bombes planantes d'atteindre une précision inégalée depuis une distance impressionnante de 165 km, tout en se déplaçant à des vitesses atteignant 0,9 Mach. Scott Ritter a souligné que ces avancées représentent un changement majeur dans la stratégie militaire, rendant certaines capacités occidentales obsolètes sur certains fronts. Le système UMPC n'est pas qu'une simple mise à jour technologique. Il symbolise l'engagement constant de la Russie à renforcer son arsenal militaire. Malgré une forte pression internationale, doté d'un système de navigation double innovant, combinant GNSS, Global Navigation Satellite System, et INS, Inertial Navigation System, ce module garantit une précision exceptionnelle, même dans les conditions les plus difficiles. Cette technologie permet aux avions russes de larguer des bombes à distance de sécurité, réduisant ainsi les risques pour les appareils et leur équipage. Le module UMPC se distingue également par sa conception adaptable. Avec ses ailes repliables qui se déploient après le largage, la bombe planante peut parcourir des distances plus longues et atteindre sa cible avec une précision accrue. Cette technologie transforme efficacement des bombardiers standards comme l'Ilyushin Il-66 et le Tupolev Tu-22M3 en plateformes redoutables, capables de délivrer des charges à fort impact tout en minimisant l'exposition militaire. Des analystes, dont Scott Ritter, ont souligné que de telles avancées pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région, rendant les systèmes de défense traditionnels moins efficaces face à cette nouvelle menace. D'autres rapports révèlent que l'UMPC, Universal Modular Precision Control, n'améliore pas seulement la portée opérationnelle, mais réduit également les coûts, en faisant ainsi une option plus durable pour des engagements prolongés. La conception modulaire du système permet de l'intégrer sur des bombardiers existants, sans modification majeure, élargissant ainsi son utilisation dans toute la flotte aérienne russe. Cette polyvalence signifie que même les modèles d'avions plus anciens peuvent désormais contribuer à des missions de précision, multipliant la capacité de frappe de la Russie à une fraction des coûts généralement associés à une nouvelle arme. Les images de combat des bombes équipées du système UMPC montrent une précision remarquable,
même dans des conditions défavorables. Pendant que les analystes occidentaux tentent de comprendre toutes les implications de cette technologie, la Russie continue d'affiner ses capacités, établissant ainsi une nouvelle référence dans le domaine de la guerre moderne. Comme l'a expliqué Scott Ritter, de telles avancées ne sont pas des réussites isolées. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus vaste visant à contrer la domination occidentale dans la guerre de haute technologie. Cependant, alors que la Russie progresse technologiquement, l'Ukraine ne reste pas inactive. Le pays a lancé une série de frappes de drones et d'attaques de missiles longue portée, perturbant les chaînes d'approvisionnement russes et forçant Moscou à recalibrer ses stratégies. Scott Ritter souligne que bien que ces contre-mesures ukrainiennes soient significatives, elles révèlent une dépendance accrue à l'égard de l'aide militaire occidentale, tout en exposant les vulnérabilités inhérentes à une telle dépendance. Les réponses tactiques de l'Ukraine, bien que courageuses, ont un coût élevé. Grâce à la production nationale de drones et à l'acquisition de missiles longue portée, Kiev a ciblé des infrastructures critiques russes, notamment des dépôts d'approvisionnement et des bases aériennes. Une attaque russe sur Kiev. Le maire de la capitale ukrainienne Vitaly Klitschko avait fait état un peu plus tôt d'une menace de missiles balistiques. L'attaque intervient au lendemain de celle visant la ville de Kryvyi Rih. Souvenir du 6 août dernier, rappelez-vous, à la surprise générale, l'armée ukrainienne se lançait dans une offensive éclair dans la région russe, je le rappelle, de Koursk, 1300 km² conquis et occupés. Sauf que depuis, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Eh bien, regardez, Kiev a perdu 50% de ce qu'elle avait réussi à capturer. Ce que vous voyez ici en bleu, c'est ce que l'Ukraine a encore aujourd'hui conservé au moment où nous nous parlons. Et puis ce qui est en rouge, vous l'aurez compris, c'est ce que la Russie a repris depuis plusieurs semaines. Alors, comment a-t-elle fait cela? Une séquence résume assez bien ce qui se passe en ce moment sur le front à Koursk. Regardez. Éloquent. Et surtout, on ajoute à cela le fait que selon les renseignements américains, cités par Bloomberg bien sûr, l'Ukraine risque de perdre tout le territoire de Koursk dans les prochains mois. Cependant, ces succès s'accompagnent de risques importants pour les forces russes qui doivent désormais s'adapter aux tactiques de l'Ukraine, employant des contre-mesures électroniques avancées pour neutraliser les drones et renforcer leur défense contre les frappes de missiles. L'arrivée d'avions de chasse occidentaux, tels que le F-16, a donné à l'Ukraine un renforcement bien nécessaire de sa défense aérienne. Comme le souligne Scott Ritter, ces mesures sont loin d'être une panacée. La capacité de l'Ukraine à maintenir ses opérations dépend fortement du soutien occidental continu, tant en termes d'aide financière que d'équipement militaire. Cette dépendance crée une situation précaire, particulièrement avec les changements de vitesse dans la dynamique politique aux États-Unis et en Europe. En plus de l'Ukraine, la dépendance à l'égard du soutien extérieur s'étend au-delà du matériel, du financement et de la formation. Les programmes logistiques pour les nouveaux équipements, la coordination avec les pays de l'OTAN et le partage de renseignements font également partie intégrante de leurs opérations. Cette dépendance à plusieurs niveaux souligne une vulnérabilité fondamentale. Sans un soutien externe cohérent, la capacité de l'Ukraine à résister et à contrer les avancées russes pourrait s'essouffler. Tandis que les contre-mesures de l'Ukraine ont forcé la Russie à ajuster ses stratégies, les défis fondamentaux demeurent. Comme le souligne le major Yuri de la garde nationale ukrainienne, le vrai défi est d'arrêter les bombes avant qu'elles ne tombent sur l'Ukraine. La voie à suivre ne nécessite pas seulement l'innovation technologique, mais aussi un engagement soutenu de ses alliés. L'analyse de Scott Ritter nous rappelle que l'issue de ce conflit dépend autant du soutien international que des stratégies employées sur le champ de bataille. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Ukraine est maintenant aux prises avec une nouvelle force sur le champ de bataille. Une force qu'il n'avait jamais anticipée. Dans une tournure choquante des événements au nord, les troupes nord-coréennes ont rejoint les Alliés à Kursk. Environ 12 000 soldats de Pyongyang soutiennent désormais les opérations russes, ajoutant une nouvelle couche de complexité à un environnement déjà chaotique. Ces troupes représentent une force disciplinée et adaptable
qui a déjà commencé à démontrer son efficacité sur le terrain. Selon les rapports des services de renseignement nord-coréens, les soldats coréens opèrent aux côtés des unités russes, s'engageant dans des rôles allant du soutien au combat à des opérations électroniques. Les analystes de la guerre suggèrent que leur implication pourrait marquer un tournant dans le conflit, car cela permet à Moscou de redistribuer davantage ses forces stratégiquement. Une révélation frappante est l'utilisation de tactiques non conventionnelles par ces troupes. Un manuel des forces armées, récupéré par les Ukrainiens, détaille des approches innovantes pour contrer les drones, y compris une méthode où un soldat désigné agit comme leurre, tandis que d'autres ciblent les avions sans pilote. Cette adaptation, bien que rudimentaire, souligne leur capacité à apprendre et évoluer rapidement en réponse aux conditions du champ de bataille. En plus de cela, le déploiement des troupes nord-coréennes a des implications géopolitiques importantes. Leur présence à Kursk envoie un message fort de solidarité entre Pyongyang et Moscou, signalant un approfondissement d'une alliance qui pourrait remodeler la région. Les observateurs de la dynamique du pouvoir estiment que ce partenariat s'étend au-delà du champ de bataille, impliquant potentiellement des transferts d'armes, des programmes de formation et des échanges de renseignements. Une telle coopération, bien qu'avantageuse pour la Russie, complique davantage la situation pour l'Ukraine et ses alliés occidentaux, comme l'a souligné Scott Ritter. L'adaptation rapide des forces nord-coréennes aux réalités de la guerre moderne témoigne de leur formation et de leur discipline. Malgré un scepticisme initial quant à leur préparation au combat, ces troupes ont démontré une capacité à s'intégrer de manière transparente avec les unités russes, renforçant ainsi l'efficacité collective. Ce développement ne renforce pas seulement les capacités opérationnelles de la Russie, mais complique aussi la planification stratégique de l'Ukraine. D'autant plus que la présence de ces forces a soulevé des questions sur l'étendue de l'implication directe de la Corée du Nord. Scott Ritter a averti que cette alliance pourrait avoir des implications à long terme. L'expérience acquise par ces troupes dans une zone de conflit réel peut non seulement renforcer leurs capacités, mais aussi induire des changements régionaux. Cette dynamique dépasse largement le seul cadre du théâtre de guerre immédiat. Cependant, les soldats nord-coréens ne sont pas le seul défi auquel l'Ukraine doit faire face. Tournons-nous maintenant vers Kursk. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi, Général? Est-ce que selon vous, vu le chemin qui est en train de prendre le front à Kursk, ça veut dire que l'Ukraine n'aura plus rien dans quelques semaines, quelques mois? Alors là, je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire. Ah, bon, oui, véritablement. D'espoir. Oui, mais c'est pas forcément de l'espoir. Il faut observer ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne seront pas évacués du territoire russe à la fin de l'année 2024, comme l'avait annoncé Vladimir Poutine, oui, ni en février. Il y a 6 jours. C'est encore. Il faut observer ce qui se passe dans les prochains mois, et vraisemblablement pendant une partie de l'année 2024, parce que pour reprendre les 50% qu'ils détiennent encore, ça va pas se faire en 2 minutes. On regardait un petit peu la difficulté avec laquelle ils arrivent, les Russes arrivent à conquérir quelques portions de terrain, des fois quelques centaines de mètres. Il faudra beaucoup plus que ça pour reconquérir cette portion de course, parce que les Russes peuvent attaquer, mais il leur manque souvent le deuxième échelon, celui qui permet d'exploiter, de percer et d'aller plus avant. Il faut toujours 2 échelons en fait. Un échelon qui attaque les lignes et un échelon qui exploite derrière. Or, les Russes, on voit bien, sont en défaut de personnel et n'ont pas forcément les moyens d'exploiter ensuite sur le terrain. Donc, je crois qu'il est trop tôt de dire pour que la messe est faite. Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier Duchesne? Est-ce que les Américains s'avancent en disant cela? Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, ça peut tenir, oui, encore un peu, c'est vrai, mais à partir du printemps, ça va commencer à sérieusement péricliter. Sauf Samantha Bendern que justement, Vladimir Poutine, il l'a dit très clairement, il ne négociera rien tant que Kursk n'est pas récupéré. Est-ce que ça veut dire que finalement, si Kursk devait en effet revenir aux mains des Russes, ce serait en fait la meilleure chance possible pour des négociations? Non, moi je crois que les négociations auront lieu quand Trump l'imposera, et à Poutine et à Zelensky, malheureusement. Où la contre-offensive audacieuse de l'Ukraine a déclenché d'intenses batailles. L'Ukraine a lancé ce que certains appellent un pari tout compris, cherchant à faire de cette ville un atout de négociation essentiel pour de futures discussions avec la Russie. Avec 60 000 soldats russes redéployés pour contrer cette offensive, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. L'objectif est de maintenir une position stratégique, et l'Ukraine se trouve engagée dans certaines des batailles les plus féroces du conflit, malgré des pertes importantes, dont plus de 1700 soldats. Les responsables ukrainiens soutiennent que la prise de Kursk est cruciale pour obtenir un levier lors des négociations avec Moscou. Toutefois, les coûts humains et matériels s'accumulent, et la complexité de la situation est exacerbée par l'implication des troupes nord-coréennes.
Selon certains rapports, ces forces ont joué un rôle clé dans l'inhibition des progrès ukrainiens, notamment dans des domaines où leur discipline et leur adaptabilité ont fait une différence notable. Scott Ritter, expert militaire, a souligné que l'offensive à Koursk illustre la nature à enjeu élevé de la guerre moderne, où chaque mouvement est calculé non seulement pour des gains immédiats, mais aussi pour un positionnement stratégique à long terme. Les forces ukrainiennes, confrontées à des défis logistiques pour soutenir l'offensive, peinent à maintenir des lignes d'approvisionnement alors que les ressources sont détournées vers plusieurs fronts. La pression sur l'infrastructure militaire de Kiev est immense et le moral des troupes est érodé par les prolongations de l'effort de guerre. Les analystes suggèrent que, sans un soutien renforcé de ses alliés occidentaux, la capacité de l'Ukraine à conserver le contrôle de Koursk à long terme pourrait être compromise. Dans le même temps, l'importance stratégique de Koursk continue de croître. La région sert de corridor vital pour les chaînes d'approvisionnement et les mouvements de troupes, en faisant un champ de bataille clé pour les deux camps. Les responsables ukrainiens soulignent que maintenir le contrôle sur Koursk n'est pas seulement une nécessité militaire, mais également une victoire symbolique, renforçant leur résilience contre l'agression russe. De plus, l'impact de cette offensive dépasse le simple champ de bataille. Tenir Koursk envoie un message fort aux alliés occidentaux concernant la détermination de l'Ukraine, un message qui pourrait influencer les décisions futures en matière de soutien. Cependant, le bilan d'un conflit prolongé devient de plus en plus lourd, soulevant des questions sur la durabilité de cette stratégie, notamment face à l'augmentation des pertes humaines et aux difficultés économiques. Malgré des pertes territoriales importantes, les dirigeants ukrainiens restent catégoriques. Comme l'a déclaré Zelensky, nous affaiblissons la position de la Russie à la table des négociations. Même si les pertes continuent d'augmenter et que des questions persistent quant aux ressources limitées. Chaque côté veut le plus de terrain sous son contrôle possible. C'est ça qu'on est en train de voir à Koursk et partout ailleurs sur la ligne de front. Ludmila Totieva. Oui, on sait que justement il y avait beaucoup de critiques de cette opération de Koursk. Pourquoi justement envoyer les brigades super bien équipées, alors que c'est si dur sur le front à l'Est. Justement, parce que les Russes continuent de pousser sur le front l'Est. Il ne faut pas non plus négliger cette réalité-là. Mais je pense que vu qu'on n'est pas sûr à 100% quel était le but initial en fait de justement cette opération de Koursk, il y a plusieurs hypothèses. Et dans cette hypothèse, c'est par exemple le gain territorial et une sorte de levier important dans le cadre de négociation, mais aussi, moi je trouve que ce que les Ukrainiens ont pu démontrer, c'est qu'on peut aller sur le territoire russe, mener les opérations avec l'équipement occidental sans se prendre des bombes nucléaires que Poutine menaçait de justement on a quand même pris un Oreshnik en Ukraine. Oui, mais encore une fois... C'est pas cette générale, c'est comme une réalité. Non, mais il y a eu un Oreshnik qui a été lancé. Combien de temps cette stratégie peut-elle être maintenue ? En fin de compte, l'offensive met en lumière la résilience et l'ingéniosité de l'armée ukrainienne. Mais comme Scott Ritter l'a souligné, l'équilibre des pouvoirs dans des enjeux aussi élevés peut évoluer rapidement, laissant les deux parties aux prises avec des incertitudes. Alors que les deux camps traversent cette phase critique et que le temps presse jusqu'à l'inauguration de Donald Trump, ils sont en course contre la montre pour sécuriser leur position. Avec le départ du président Joe Biden et la préparation de Trump à entrer en fonction, la dynamique du conflit est sur le point de changer radicalement. L'administration Biden a fourni plus de 122 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, mais Trump a promis de mettre fin à la guerre en 100 jours. Ces positions ont semé l'incertitude sur l'avenir du soutien financier et militaire. L'aide de l'administration Biden a permis de maintenir l'Ukraine opérationnelle sur le plan de la défense, mais des questions cruciales se posent quant à la durabilité de ce soutien sous la nouvelle administration. Scott Ritter a souligné que cette transition pourrait entraîner des changements significatifs dans la politique étrangère des États-Unis, modifiant potentiellement l'équilibre des pouvoirs sur le champ de bataille. Tandis que l'administration Biden a mis l'accent sur le renforcement constant de l'Ukraine à travers l'aide militaire
et les alliances stratégiques, la position de Trump penche vers une transition plus rapide. Les analystes suggèrent que la stratégie de Trump pourrait reposer sur un effet de levier économique et la pression militaire pour forcer des négociations. Une démarche qui pourrait avoir des conséquences majeures pour l'Ukraine et ses alliés occidentaux. En outre, le discours politique aux États-Unis ajoute une couche supplémentaire de complexité, avec une opinion publique divisée sur la poursuite du soutien à l'Ukraine. La nouvelle administration subira des pressions pour justifier de nouveaux engagements. Ce changement de priorité pourrait influencer la vitesse et le volume de l'aide délivrée, laissant l'Ukraine vulnérable durant une phase critique du conflit. En plus des défis internes, la dynamique internationale évolue également. Les alliés européens, bien qu'ils soutiennent l'Ukraine, sont confrontés à leur propre pression économique et à l'incertitude politique. Le leadership mondial pourrait mettre à rude épreuve ces alliances, compliquant les efforts coordonnés. Scott Ritter note qu'il s'agit d'un moment charnière, où les intérêts mondiaux et régionaux se croisent, créant à la fois des opportunités et des risques pour toutes les parties concernées. Alors que les dirigeants ukrainiens restent optimistes quant à la poursuite du soutien, la réalité du changement de priorité ne peut être ignorée. La prochaine administration Trump n'approchera pas seulement le conflit de manière différente, mais pourrait aussi redéfinir la politique étrangère des États-Unis pour les années à venir. Comme Scott Ritter l'a souvent souligné, les implications géopolitiques de ce conflit s'étendent bien au-delà des combattants immédiats, affectant les alliances, le commerce et la sécurité. Les acteurs mondiaux seront les prochains à en ressentir les effets. L'administration parviendra-t-elle à maintenir son élan ou assisterons-nous à un tournant dramatique dans sa stratégie? Seul le temps le dira, mais les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de monde multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.